Le désert des Tartares, c'est l'histoire de Giovanni Drogo, un jeune homme qui sort de l'académie militaire et qui va bientôt prendre son tout premier poste. Giovanni, ça fait longtemps qu'il attend le jour de son affectation comme celui qui va donner un sens à sa vie, celui qui sera la justification à tous ces jours ingrats passés à l'académie militaire. Alors, le matin du beau jour, Giovanni prend son cheval pour se diriger vers un endroit dont il ne sait presque rien, mais dont il est certain que son avenir se jouera là-bas, le fort Bastiani. Le fort Bastiani, c'est une caserne reculée, positionnée dans les montagnes le long de la frontière du nord, pour la protéger d'ennemis immémoriaux qu'on appelle les Tartares. Mais quand il arrive au fort, Drogo déchante vite, face à l'allure misérable de la forteresse. Alors il commence à s'inquiéter. C'est donc entre ces froides murailles qu'il va devoir passer au moins les 2 prochaines années de sa vie, loin des lumières de la ville, loin des jolies filles et d'une vie plus douce. Devant ce fort misérable, elle lui semble soudain bien loin la promesse d'un grand avenir guerrier et des honneurs martiaux. Bien sûr, Giovanni pense de suite à abandonner le fort, mais invoquant le devoir, il décide de rester. Il revêt alors son uniforme et ses armes, bien décidé tout de même à partir dès que son contrat lui permettra. Postés sur les murailles des redoutes, Drogo et ses camarades gardent leurs yeux rivés vers le désert, où se cachent les fameux Tartares, ces ennemis qu'ils redoutent et attendent désespérément. Et quart après quart, patrouille après patrouille, une relève après l'autre, les saisons passent avec une régularité hypnotique. Drogo bientôt s'y perd, car le fort Bastiani semble avoir une curieuse emprise sur l'ensemble de sa garnison, si bien que, des années en suivant, Drogo finit par être nommé capitaine du fort, et tout ça sans avoir jamais aperçu un seul de ces fameux Tartares. Alors, l'espoir d'une grande existence et des honneurs de la guerre s'amenuisent petit à petit, mais Giovanni Drogo veut continuer de croire qu'un jour, les Tartares sortiront de derrière leurs montagnes, et que ce jour-là, lui sera à son poste, prêt à les recevoir. Mais qui sont les Tartares, ces ennemis que Drogo attend, et pour l'espoir desquels il est prêt à passer toute une vie enfermé dans le fort Bastiani? C'est là qu'il faut que je te parle du pari de Pascal. Le pari de Pascal, c'est une expérience de pensée qui est censée nous guider sur comment mener notre vie, sachant que pour cela, il nous manque une donnée essentielle, celle de savoir si Dieu, le paradis et l'enfer existent ou non. Ok, soyons très pragmatiques, quels sont les enjeux? Mettons que Dieu existe. Alors, le croyant pieux qui a passé sa vie à respecter toutes les règles religieuses n'a pas pu profiter de toutes les possibilités de la vie, mais en échange, il obtient la béatitude éternelle au paradis. En revanche, l'athée, lui, a pu expérimenter plus de joie terrestre, mais pour l'éternité, il écope de l'enfer. Maintenant, si Dieu n'existe pas, alors le croyant a gaspillé sa vie pour une illusion, mais l'athée a au moins pu profiter de l'éphémère qui lui était accordé. Dans ce roman, Giovanni Drogo est un croyant et les Tartares lui font office de Dieu. Dans la théorie de Pascal, le croyant, il fait toujours le bon choix, le choix raisonnable parce que mathématiquement, c'est celui qui présente le moins de risques de perte. Donc, en théorie, Giovanni Drogo, en faisant le choix d'attendre les Tartares, lui aussi il fait le bon choix. Et pourtant, tout au long du roman, ça va toujours sonner comme un incroyable gâchis. Et on n'arrive vraiment jamais à saisir ce choix. Bien sûr, il y a plusieurs explications qui sont différentes au fil du roman, qui vont être le sens du devoir, l'engagement, la peur de faire demi-tour alors qu'on a déjà parcouru trop de chemin dans une seule et même direction, mais aucune de ces explications ne semble assez forte pour expliquer le choix de Giovanni de rester au fort, alors qu'il n'a ici que peu de perspectives d'avenir, alors que du côté de la ville, c'est le monde qui l'attend. Le désert des Tartares, il peut être vu comme une mise en situation du pari de Pascal. Une mise en situation pour démonter le choix du croyant, qui ne serait qu'un immense gâchis de la vie au profit de quelque chose qui n'est même pas sûr d'arriver. Mais ça, c'était la lecture religieuse. Alors, je vais prendre le risque de blasphémer, et je vais dire qu'il y a peut-être une autre manière d'écrire le tableau. Parce que peut-être qu'on peut substituer Dieu par autre chose. Ok, voici une nouvelle manière d'écrire le tableau. En fait, il te suffit de remplacer Dieu par n'importe quelle valeur, activité, passion qui compte pour toi.
Mais sur les tartares, le visage qui t'importe, et alors repose-toi la question, le choix de Giovanni est-il si incompréhensible que ça? Parce qu'en réalité, le monde est plein de gens prêts à faire des sacrifices pour quelque chose qui te paraîtra ridicule à toi, mais qui pour eux représente tout. Le problème, c'est que Pascal, il a essayé de nous mentir en nous faisant croire que le choix du croyant, c'était le choix le plus raisonnable, parce qu'en réalité, c'est tout le contraire. Le croyant, peu importe quel tartare il attend, il prend le risque de lui sacrifier une partie de sa vie, voire sa vie entière. Et ça pour quelque chose d'impalpable, soit une idée ou un espoir. Et ça lui donne un certain panache, mais c'est certainement pas le choix de la raison. Ce dilemme, je pense qu'il marque la différence essentielle entre les idéalistes et les matérialistes. D'un côté, ceux qui vivent pour une idée et qui sont prêts à sacrifier beaucoup sur ce pari, et les autres qui préfèrent ne pas jeter au feu ceux qui sont sûrs de tenir entre leurs mains. Sur le papier, Giovanni Drogo, il semble tout avoir pour être un héros. Il a le sens du devoir, il est prêt à sacrifier ses intérêts, il est honnête, il est dans la force de l'âge, et surtout, il aspire à un grand destin. Pourtant, ça échappe à personne qui lira le roman, Giovanni Drogo n'est pas un héros. Par la force des choses, il est celui du roman, mais il n'arrive jamais à être celui de sa propre existence. Et ce, malgré ses ambitions. L'erreur que commet Drogo, c'est de croire que le destin est échu et qu'il ne se mérite pas. De croire qu'il suffit de tenir ses armes à la main pour que la grandeur du monde se frotte à lui. Mais je pense que le destin se mérite comme la chance se provoque. Et Giovanni, à force de ronde sur les remparts, il ne reste jamais qu'à la lisière de son avenir qui pourrait très bien aller chercher du côté de la ville comme du côté du désert. Alors ses ambitions vont se briser comme toutes les ambitions se brisent, c'est-à-dire non pas contre les grandes épreuves, mais contre la routine confortable du quotidien. Et la monotonie, c'est comme une sorte de houle d'apparence d'abord inoffensive, mais qui en réalité nous fait perdre notre cap et nous laisse dériver le long des années. Je crois que la vraie force du héros moderne, elle est pas tant dans sa puissance face à l'adversité, que dans sa capacité à garder un cap précis malgré les années qui défilent. Le véritable ennemi de Drogo et ses camarades, il se trouve pas derrière les murailles, mais bien au sein même du fort et même parmi eux, parce que cet ennemi, c'est le temps qui défile. Lors de son premier jour au fort, Drogo, il rencontre sur la route le capitaine Ortiz. Et la différence entre les deux hommes, elle est frappante. D'un côté, on a Drogo, la jeune recrue pleine de volonté, et de l'autre, le commandant calme et même blasé. C'est qu'Ortiz, lui, il vient de passer 18 longues années dans le ventre du Moloch qui est le fort Bastiani. Et le fort, c'est un lieu où le temps semble être condensé différemment que pour le reste du monde. S'il est évident que le temps finit par venir à bout des corps, sa première victime, ça reste quand même la curiosité et la capacité à s'émerveiller. Je m'explique. Par exemple, j'ai la chance d'habiter dans une très belle ville, et je me souviens encore du sentiment de joie que j'avais les premières fois lorsque je me promenais dans les rues. Mais voilà, maintenant ça fait 4 ans que j'habite ici, et force est de constater que je suis moins enthousiaste quand je me promène. Pourtant, le lieu en lui-même, il a rien perdu de sa beauté, alors forcément j'en déduis que c'est moi qui ai perdu la capacité de l'apercevoir, à cause de la régularité et de la routine. Et ça, c'est le risque qui nous guette tous, c'est qu'autour de nous, à cause de cette routine, les choses deviennent chaque jour un peu plus fades. Comme si l'organe percepteur de la beauté finissait par s'émousser avec le temps. Mais je pense pas que ce soit une fatalité, parce que cet organe, on peut l'entretenir. Mais comment on fait ? Je pense que l'art, la création, la poésie, peu importe la forme qu'il prend, mais tant qu'il est assez subtil, il permet d'affûter et de réinitialiser cet organe percepteur du monde autour de toi et de t'éviter de tomber dans une sorte de bouillie informe du quotidien. Parce qu'une description d'un objet très commun dans un livre va peut-être te faire envisager cet objet d'une manière différente, ou parce qu'un personnage va mettre en évidence des traits psychologiques que tu n'avais pas su remarquer chez tes proches ou même chez toi. En bref, parce qu'il va te permettre d'avoir une vision plus acérée du monde, l'art va peut-être t'éviter de sombrer dans la fadeur. Personnellement, je pense que c'est une des missions les plus importantes de l'art, et je vois tous les poètes comme une sorte de grande armée qui a pour rôle de dénicher la beauté ou l'étrangeté partout où elle peut être trouvée.
Et je suis persuadée que Dino Buzzati, avec son roman Le désert des Tartares, a participé à ça. Le désert des Tartares, c'est un livre très symbolique et si tu le lis, il y a de fortes chances que tu vois plein de choses différentes que ce dont je viens de te parler ici. Alors pour ça, n'hésite pas à aller te le procurer chez ton meilleur libraire. Et si tu as apprécié cette vidéo, tu connais les bonnes manières sur YouTube. Et c'est tout pour moi. Alors en attendant la prochaine vidéo, je te dis salut.